avec le développement des transports en commun, la circulation dans Paris devient encore plus difficile. Alors les sergents de ville, qui n'étaient pas faits pour ça, doivent s'en mêler et apprendre un nouveau métier. Ils deviennent bientôt les personnages célèbres et familiers des grands carrefours de Paris, comme l'agent barbu de la porte Saint-Martin. En Italie, alors que Mussolini et ses chemises noires s'apprêtent à marcher sur Rome, M. Agnelli, fondateur de la Fiat, inaugure en 1919 à Lingotto, près de Turin, une nouvelle usine ultramoderne. Elle est surmontée d'une piste d'essai. Une idée un peu folle. La fabrication se fait de bas en haut, d'étage en étage. Et les voitures terminées sortent par le toit sur la piste. Tout de suite après la guerre, Fiat lance son modèle 501, l'équivalent du modèle A de Citroën. Une voiture banale, mais bien finie, qui fournira 20 000 taxis. En 1925, il sort son modèle 509, une autre paire de manches. Avec son arbre à cames en tête et son moteur poussé, cette petite voiture a des allures de sportive. C'est le début d'une grande tradition italienne. Faire des voitures plus petites, mais plus perfectionnées, plus amusantes, plus nerveuses. Les Italiens misent sur leur esprit inventif et sur leur génie de la mécanique. Agnelli inaugure avec elle la vente à crédit. En 4 ans, il en vend 90 000, dont beaucoup à l'exportation. Dès 1921, un autre Italien, Lancia, ancien coureur et ancien ingénieur en chef de la Fiat, a lancé une voiture totalement révolutionnaire, le modèle Lambda. C'est la première voiture au monde à carrosserie monocoque, sans châssis. Lancia en a eu l'idée à Gênes, en regardant les coques des navires. Un chef-d'œuvre de technique et d'élégance. Dans chaque élément de cette voiture, il y a une idée nouvelle. Ultra basse, grâce à un tunnel pour laisser passer la transmission. Un moteur à 4 cylindres en V. Roue avant indépendante. Une tenue de route fantastique. Voilà l'étonnante voiture qu'a dessinée avec son patron Lancia, l'ingénieur Battista Falchetto, qui a 84 ans aujourd'hui. Monsieur Lance m'a demandé de construire une voiture sans châssis, avec possiblement les freins antérieurs, avec des suspensions de roues antérieures indépendantes, et avec un porte-bagages, un coffre porte-bagages solide pour la rigidité de la voiture, et avec un tunnel pour abaisser le plein de châssis. Cette construction, cette étude a duré presque 6 mois. Et le 1er de septembre 1921, nous avons essayé la voiture, nous sommes allés au Mont-Cenis, nous avons essayé la voiture comme ça. Ça c'est tout pour cette nouvelle construction que M. Lance voulait faire une voiture différente de tout le système qu'il y avait actuellement sur le monde.
Et vous avez réussi, monsieur Falchetto. La Lambda avait 20 ans d'avance sur son temps. Peu après la guerre, les courses vont reprendre aussi. En 1921, le Grand Prix de la CF se court au Mans. Pas d'Allemands, mais des Italiens, des Anglais et des Américains. La route est épouvantable. Une Talbot anglaise est obligée de changer 14 fois de pneus. À la surprise générale, c'est une voiture américaine qui gagne. La Duesenberg blanche, 8 cylindres en ligne, pilotée par Murphy. En 1922, l'année suivante à Strasbourg, c'est un duel entre Européens. Deux nouveaux venus, Bugatti et Aston Martin. Il pleut. Dès le début, les Fiat modèle 804 se montrent les plus rapides. Au 15e tour, les trois voitures rouges italiennes mènent la danse. Seule la Bugatti de Friedrich les talonne. Au 30e tour, le célèbre Felice Nazzaro est en tête, suivi par son neveu Biagio Nazzaro. Trois voitures seulement sur 18 finissent la course. Une Fiat et deux Bugatti. Le vainqueur, c'est une vieille connaissance, le grand Nazzaro, dont la Fiat sera exposée aux Champs-Élysées. Décidément, les Italiens font la loi sur les circuits. Mais on a eu assez d'émotions fortes pendant 4 ans. Avec la paix, le besoin d'évasion l'emporte sur tout le reste. Et avec lui, naît le tourisme, une nouvelle mode. C'est quand même plus agréable que les camions de Verdun. Ces magnifiques autocars décapotables. Et les voitures à chenillettes de Monsieur Citroën, qui ne manquent aucune occasion de faire de la publicité, vont faire des galipettes du côté d'Arcachon. C'est une nouvelle invention. Elles escaladent la grande dune du Pilat en attendant d'affronter celle du Sahara. C'est l'époque où l'on découvre aussi les sports d'hiver. Il n'y a pas encore de remonte-pente. Mais les chenillettes de Monsieur Citroën sont encore là, pour la joie des petits et des grands. Tandis que Proust meurt à Paris, tous ces personnages se retrouvent à Deauville, où ils viennent en Rolls ou en Hispano, à la recherche des souvenirs de la belle époque, à la recherche du temps perdu, perdu à jamais. Deauville que l'humoriste Tristan Bernard aime tant, parce que, dit-il, c'est si près de Paris et si loin de la mer. Une époque est morte, une autre commence, où plus rien ne sera comme avant. Tout le monde, même les petits garçons en costume marin, sait maintenant que le bonheur de vivre est une chose fragile.